C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus. Jusqu'à l'adoption de la Constitution du 8 novembre 2016 qui institue la Troisième République, le Parlement ivoirien était constitué par une seule chambre appelée l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement de la Troisième République, le Parlement est constitué de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette émission entend aborder les acquis et les défis de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la Troisième République. Et justement, pour en discuter, nous avons deux invités. À ma gauche, je dirais, Alain Kouadio, il est consultant en développement. Bienvenue, Alain. Merci, Kouadio. monsieur Ouma. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Aujourd'hui, nous parlons de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous intéresse un jour d'être député à l'Assemblée nationale? Pour le moment, je n'ai pas encore nourri l'ambition. D'accord, on aura l'occasion certainement d'en parler au cours de l'émission. Avec nous, une dame, certainement qu'elle est la digne représentante de la gente féminine, puisqu'on va parler de temps en temps de loi. Elle se nomme Emma Kofi, elle est juriste de formation et secrétaire chargée de la solidarité et de l'action sociale au sein de Leader. Leader qui est un parti social dans le Béquet, voilà, au sein du parti politique Leader qui est Liberté et démocratie pour la République. Vous faites également partie du programme de coaching des femmes pour les élections initié par le CNDH qui est le Conseil national des droits de l'homme. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Alors la première question pour vous, le programme de coaching des femmes pour les élections qui a été initié par le CNDH. En quoi est-ce qu'il a consisté? Ce programme est une réponse à la loi portant sur le quota, portant sur le quota des 30% de représentation des femmes dans les différentes instances décisionnelles. Et cette loi a été la bienvenue parce qu'elle a permis aux femmes de comprendre qu'elles ne doivent plus rester à l'arrière. Elles ont également leur mot à dire là où se prennent les décisions. Et c'est un peu cela, on nous a appris à avoir d'abord l'esprit de ce que la femme représente dans la société, à trouver les voies et moyens pour pouvoir nous investir également dans la politique. D'accord, lorsque vous regardez en Côte d'Ivoire, une loi dit qu'il faut 30% de représentativité des femmes. Mais est-ce que les femmes ont la volonté d'aller à la conquête, effectivement, de ces 30%? Moi, je pense que les femmes ont la volonté, bien qu'il y ait de nombreux obstacles, notamment les moyens financiers, la question du genre. Les hommes pensent que les femmes n'ont de place que dans les cuisines. Je pense qu'elles ont la volonté, sauf qu'il faut que l'État ou la société même trouve des voies et moyens pour leur permettre d'intégrer facilement le milieu politique. D'accord. Monsieur Alain Kouadio, on touche la question de la femme avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Vous êtes un observateur de la politique, un consultant en développement. Quand vous regardez l'aspect politique, est-ce que vous pensez que les femmes ont beaucoup de chance? Effectivement, les femmes ont beaucoup de chance. Si on doit s'en tenir aux exemples internationaux, on a eu Margaret Thatcher qui a été Premier ministre britannique, on a eu Theresa May et on a vu des femmes à des grandes instances de décision. Donc les femmes en Côte d'Ivoire peuvent jouer un rôle très incontournable dans la sphère politique, dans la sphère décisionnelle. Vous rêvez par exemple d'une femme à la tête du Sénat, à la tête de l'Assemblée nationale? Bien entendu, au niveau de l'Assemblée nationale, déjà une femme, première femme vice-présidente. D'accord. Parlons justement de l'Assemblée nationale. En 1960, on avait une centaine de députés. Aujourd'hui, il y a 255 sièges à l'Assemblée nationale. Parlons du rôle ou des missions de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a deux missions principales. Premièrement, elle fait des lois et deuxièmement, elle contrôle l'activité gouvernementale. Comment est-ce que l'Assemblée nationale fait des lois? Elle fait des lois par des lois qu'elle vote, par des lois qu'elle étudie et par des projets de loi qu'elle propose. Et au niveau du contrôle de l'activité gouvernementale, ce contrôle se fait par le truchement des auditions, des missions d'information, du contrôle des nominations et du vote et de l'exécution des lois sur les finances, etc. On entend souvent « nul n'est censé ignorer la loi ». Vous qui êtes juriste de formation, simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Nul n'est censé ignorer la loi. Tout simplement, nul n'est au-dessus de la loi, nul ne peut se valoir de sa propre turpitude. Vous posez une action qui est contraire à la loi, qui est passible d'une peine
Et aussi, personne n'a le droit de dire qu'il n'est pas informé, qu'il y a une loi qui existe. L'aile générale, comme on le dit. D'accord. Quel est simplement le circuit ou le processus quand une loi arrive à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit appliquée? Est-ce que les populations sont prises en compte vraiment avant qu'elles n'arrivent au Parlement? Les populations sont prises en compte dans le sens que d'abord l'Assemblée nationale représente les citoyens, qui les ont votés, puisque l'Assemblée nationale regroupe des élus qui ont été votés par les populations. Du coup, ces personnes qui représentent les populations parlent pour les populations, au nom des populations. Alors, Emma Kofi, vous qui êtes juriste de formation, est-ce que les populations, la plupart du temps, sont prises en compte dans la loi? Autrement dit, est-ce que les députés vont effectivement sur le terrain, certains, je veux dire, pour écouter les besoins des populations avant de les proposer en termes de loi? Certains députés le font, mais la grande majorité ne parle pas pour l'intérêt général. La grande majorité parle pour elle-même au lieu de s'intéresser aux véritables préoccupations de la population. Il y a trop de difficultés, trop de souffrances qui ne sont pas relayées à l'Assemblée nationale. Ou si des lois sont prises, elles ne sont prises que pour rester dans les tiroirs, elles ne sont pas appliquées. Permettez-moi d'ajouter un additif sur la question. Au fait, il faut se poser la question de savoir quel est le rôle du parlementaire. Le parlementaire n'est pas un acteur du développement. Le parlementaire, c'est un législateur. Il est choisi par la population pour contrôler l'activité gouvernementale. Donc, il faut savoir faire la différence à ce niveau. Et ce qu'on constate sous nos tropiques, principalement en Côte d'Ivoire, c'est que nos députés sont à la solde de leur parti politique. Ils viennent pour une mission bien précise et non pour les populations. C'est le constat qui est patent, c'est le constat qui est aberrant. C'est ce que j'avais ajouté sur la question. Parlons un peu des acquis de l'Assemblée nationale. Vous qui êtes observateur de la vie politique, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? À mon humble avis, les acquis se situent à deux niveaux. Au niveau démocratique et au niveau sociopolitique. Au niveau sociopolitique, nous avons la contribution de l'Assemblée nationale à la résolution de la crise militaro-politique de 2002 par le vote du projet de loi portant amnistie. On a aussi l'amélioration des conditions d'acquisition du foncier, des conditions sur le foncier rural par la prise en compte de nouvelles dispositions juridiques. Et au niveau politique, on a aussi la suppression de certaines conditions d'éligibilité. Parce qu'auparavant, je crois, dans la Deuxième République, pour être élu député, il fallait être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Et c'est ce que je peux dire sur les acquis sociopolitiques. Et au niveau démocratique, nous avons la participation effective de toutes les couches sociales aux prises de décisions. C'est vrai que c'est le député qui est le législateur, c'est lui qui contrôle l'activité gouvernementale, mais il ne faut pas oublier qu'en amont, il y a la population, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit sa situation socio-économique, leur octroie des prérogatives et un pouvoir. Donc on peut parler là de l'essence de la démocratie. Et puis deuxième acquis au niveau démocratique, c'est la consolidation de la démocratie. Parce que la démocratie dit que tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Et dans un État qui se dit démocratique, toute activité gouvernementale doit être encadrée, doit être balisée par le législateur. D'accord, toujours au niveau des acquis. Comme acquis, nous pouvons citer à titre d'exemple le vote de la loi portant sur le quota des 30% des femmes dans les différentes instances décisionnelles, qui est une transition vers la parité en fait du genre. Et ce programme aujourd'hui a permis, comme vous l'avez cité un peu plus haut, la création de plusieurs plateformes, de plusieurs programmes, dont le programme de coaching des femmes pour les élections dont j'en fais partie, qui nous fait prendre conscience de notre rôle primordial, on va dire, dans les différentes instances décisionnelles. D'accord. C'est là salutaire, en fait. Il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a fait couler beaucoup d'encre sur le mariage. Vous, en tant que juriste, en tant que femme, cette loi, elle profite premièrement à qui? Parce que la population a donné son point de vue, les hommes ont eu l'impression que c'était une loi contre eux et vice-versa. Quel est votre point de vue? Cette loi profite à la famille, tout simplement. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que l'homme et la femme sont égaux, naissent libres, égaux en droit et en dignité. Du coup, ça répare un tort qui a été fait depuis, ça répare un tort. La famille gagne et l'ensemble gagne, tout simplement. D'accord. Permettez-moi d'ajouter un aspect au niveau des acquis démocratiques. Il y a aussi le projet de loi portant financement des partis politiques et des campagnes électorales sur fonds publics. Ça aussi, c'est important de signifier cela. Parce qu'il faut reconnaître que sous nos tropiques, ce n'est pas vraiment aisé de mener des campagnes
des campagnes électorales, de faire tourner les activités politiques, alors que l'opposition aussi a son rôle à jouer comme contre-pouvoir. D'accord. Et l'une des conditions pour financer même les élections au niveau des législatives, c'est la question du quota aussi. Il faut que le quota de 30% soit atteint. Celui qui est atteint, il peut bénéficier d'un financement public et autres. Il y a les groupes parlementaires qui se créent. On sait que lorsque l'Assemblée nationale commence à travailler, il y a des tractations au sein de l'Assemblée nationale. Les députés se regroupent. Quel est l'intérêt de tous ces différents regroupements ou de ces groupements politiques? L'intérêt de ces différents regroupements politiques se situe à deux niveaux, à mon sens. Premièrement, il y a, comme on appelle ça, la redynamisation du débat parlementaire, de la démocratie participative. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on se rend compte que les groupes parlementaires sont des associations de députés qui se mettent ensemble par rapport à une vision, par rapport à une idéologie politique. Et deuxièmement, il y a aussi la mise en lumière du parti politique qui a engendré le groupe parlementaire, le fait de se faire voir, le fait de s'affirmer lors des débats. Voilà les deux intérêts que je peux ajouter à ce niveau. D'accord, on ne va pas ignorer l'actualité du moment. Le 6 mars, il y a des élections législatives en Côte d'Ivoire. On sait que les années antérieures, il y a eu beaucoup de boycotts des élections. Il y a un comité de coordination de la participation politique des femmes qui a animé une conférence de presse et qui a fait une analyse de cette liste quant aux 30% qui sont respectés ou non. Je voudrais donc qu'on suive cet élément et on revient tout de suite. Une analyse des listes de candidatures pour les élections législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire relative à la participation des femmes, c'est ce qui a fait l'objet de la conférence de presse animée par le comité de coordination de la participation politique des femmes. Avant l'ouverture donc du dépôt des candidatures, plusieurs femmes politiques ont manifesté le désir de se présenter. Malheureusement, il nous est revenu que plusieurs ont été contraintes à retirer leur candidature au profit des hommes. Certains partis politiques ont érigé des barrières à travers un cautionnement élevé pour aspirer à la candidature de députés au compte du parti. Le travail effectué par le comité révèle que l'ensemble des partis politiques, à l'exception d'un seul, n'a respecté le quota minimum de 30% de femmes sur la totalité des listes de candidatures. Quand on va sur les circonscriptions de plus de 2 sièges, certains partis ont fait beaucoup d'efforts en respectant le quota, c'est-à-dire l'esprit du quota a été respecté par ces... Mais dans l'ensemble de ces dispositifs, nous dirons qu'aucun parti n'a respecté les 30% du quota. Rappelons que la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019 favorise la représentativité de la femme dans les assemblées et l'article 78 alinéa 4 du Code électoral du 8 avril 2020 dispose que pour les circonscriptions de plus de 2 sièges, les listes doivent comporter au moins 30% de candidatures féminines. Selon la liste officielle des candidatures publiée ce 31 janvier par la CEI, 1266 dossiers ont été retenus pour un total de 255 sièges à pourvoir. Alors monsieur, madame, vous avez suivi ensemble cet élément qui montre que dans les faits, il y a des difficultés quant à la représentativité des femmes. Quel commentaire? Cela nous laisse, on va dire, triste de voir que jusque-là, malgré toutes les politiques qui sont menées, les femmes sont encore à la traîne. Et ça, c'est du fait des personnes au pouvoir, en fait. Il faut une véritable volonté politique. Nous pensons que si l'État prend des mesures vraiment idoines, les choses iront mieux. Dans un tel cas de figure, quelles mesures devrait-on prendre quand une loi a été votée pour 30% de représentativité au sein des partis politiques? C'est l'affaire des partis politiques. Mais moi, je pense qu'une loi a été déjà votée. Ça veut dire que ça donne la possibilité au président de la République de prendre un décret pour pouvoir exécuter la loi qui a été votée. Donc, la prise de ce décret doit être accompagnée de mesures, je veux dire, coercitives pour les partis politiques récalcitrants qui refusent d'obtempérer à la nouvelle règle en vigueur. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que dans les autres pays, on n'entend pas ce genre de discours, de comportement, on ne voit pas ça. On pourrait prendre l'exemple sur les pays développés. Parce qu'en principe, après le reportage qu'on vient de suivre, il a été révélé qu'il n'y a qu'un seul parti, qui n'est certainement pas un grand parti, qui a respecté cette mesure. Parce qu'avec certainement 6 députés proposés, il y a eu au moins 3
parmi lesquelles, enfin 3 femmes. Mais les autres partis, c'était en fait 13%, moins de ce qui avait été demandé. En fait, tous devions comprendre que lorsque les femmes sont au devant, tout va bien. Au Rwanda, par exemple, la majorité parlementaire elle est représentée par les femmes. En Afrique du Sud, la majorité parlementaire est représentée par les femmes. Mais ces pays-là, aujourd'hui, sont loin devant la Côte d'Ivoire, seulement parce qu'ils ont laissé la chance aux femmes, ils ont laissé leur place aux femmes et elles ont démontré qu'elles sont capables. Il faudrait que la Côte d'Ivoire s'inscrive dans cette ligne. D'accord. Puisqu'on parle d'élections, il y a des électeurs. Les électeurs, c'est les citoyens, c'est tous ceux qui ont le droit de vote. Elle parle des femmes qui ont les capacités. Nul doute sur cette question. Quelles sont les attentes des populations qui donc vont mettre leur bulletin dans l'urne en ce moment où nous parlons? Les attentes des populations sont nombreuses à ce niveau. La première attente, elle est relative à l'accessibilité des lieux et des bureaux de vote, notamment dans les territoires ruraux qui souffrent du manque d'infrastructures routières. Et se déplacer, venir voter au lieu de vote le plus proche devient redondant pour certaines populations. Et à cela aussi s'ajoute l'attente de la crédibilité du scrutin. Nous ne sommes pas censés ignorer que les dernières élections qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, je pourrais même dire depuis 1990, ont été toujours émaillées de violences, de crises post-électorales. Et ces populations-là sont timorées aujourd'hui à l'idée d'aller aux élections. Et la troisième attente, elle est relative à la crédibilité des résultats. Et c'est aussi l'une des difficultés, l'une des inquiétudes dont il faudra résoudre. D'accord. Tous les 5 ans, les députés, les candidats vont dans les circonscriptions pour appeler les électeurs à leur donner leur voix. Qu'est-ce que les gens attendent aujourd'hui? Est-ce que les populations ne sont pas fatiguées d'une certaine façon de voir les choses? Qu'est-ce qu'elles attendent? Si, bien sûr, les populations sont fatiguées. Les populations veulent tourner la page de ce qui ne leur a rien apporté, en fait. Les populations veulent aujourd'hui des députés qui iront les défendre, qui iront parler de leur vécu, comme on l'a dit plus tôt, qui prendront leur souffrance à bras le corps, si je peux le dire ici. Les populations attendent des députés qui reviendront leur parler des lois qui ont été votées, qui viendront leur expliquer ce que signifient ces lois qui sont votées. Et ces populations attendent également que ces députés-là parlent pour elles, en fait. D'accord. Vous dites que les députés parlent pour elles. On a coutume d'entendre que ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi. Quelle doit être la démarche de ces élus-là vers les populations pour prendre justement en compte leurs préoccupations? Parce qu'une fois venus dans les circonscriptions, un beau discours, on est voté, mais c'est rare que ces derniers retournent sur leurs pas. Et effectivement, mais il faut dire que cette réalité-là s'explique par plusieurs raisons. D'abord, on a le fort taux analphabète de nos populations. Et aujourd'hui, les populations ne savent pas qu'elles ont le droit de demander aux autorités, aux élus, de venir leur rendre compte de leurs différentes activités à l'hémicycle. Et ces populations même n'ont pas l'information véritable de ce que c'est qu'un député. Parce que moi, j'ai été choqué une fois à la télévision lors d'une campagne législative où un candidat est venu s'arrêter pour dire « votez-moi pour qu'il puisse envoyer de l'eau ou de l'électricité ». Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Mais la population qui pense qu'elle élit un député pour qu'il y ait de l'eau, bien de l'électricité, la population s'attend encore un retour. La population sera dessus parce que l'eau ne viendra pas, l'électricité ne viendra pas. La population doit comprendre que le député, c'est un législateur. C'est un acteur de contrôle de l'activité gouvernementale. Et rien d'autre que ça. En retour, c'est normal que le député aille vers la population qui lui a donné le mandat pour aller lui faire le point, le bilan de ce qui a été entrepris comme action en termes de contrôle de l'activité gouvernementale. Donc je pense qu'il faut pouvoir faire la distinction entre élections législatives et élections municipales. Parce que c'est là qu'il y a une difficulté. Aujourd'hui, plusieurs pensent que le député est un acteur de développement. Non, le député n'est pas un acteur de développement. Le député est purement un législateur, c'est un contrôleur. Il est le gardien, il pose les balises. Lui, son rôle, c'est de faire en sorte que toutes les activités entreprises par le gouvernement respectent la dignité humaine des populations et respectent les règles de l'art en termes de démocratie. Bientôt, ça sera le 6 mars, les élections législatives en Côte d'Ivoire. Les députés iront, lorsque ce sera l'ouverture des campagnes, les populations qui vont les écouter. Quels sont les quelques aspects importants dont ils doivent tenir compte avant de faire, je dirais, leur choix? Les populations doivent sortir des sentiers battus et arpenter de nouveaux chemins. Les partis politiques, pour notre part, ont été échoués.
Du coup, les populations doivent écouter. Certains viennent, ils vont et ne reviennent plus. Écouter, c'est pouvoir distinguer dans celui qui vient nous demander de voter pour lui, s'il sera capable, s'il sera... On va parler de bonne volonté, hein, ou bien on va parler de bonne foi. De bonne foi, merci pour le mot. D'être assez regardant sur cela. Il y en a qui viennent, qui distribuent de l'argent pendant les campagnes, acheter des voix. Nous devons sortir de ces choses-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, on ne doit plus venir quémander. C'est à nous qu'appartient. Les populations détiennent le pouvoir. Et ces personnes qui viennent leur donner de l'argent, pour nous, c'est une insulte en fait. Il faudrait que les populations elles-mêmes restent, je dirais, concentrées, qu'elles sachent que le député va les représenter. Et qu'elles soient très exigeantes. Un peu ça. D'accord, parlons du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale, par les députés. Quel est l'impact de l'Assemblée nationale sur l'exécutif? Et cette question est une question assez difficile, mais je pense qu'on a tendance à penser que le pouvoir législatif a un impact réel sur le pouvoir exécutif. Mais moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Parce que c'est le pouvoir exécutif qui régente la politique globale. C'est le pouvoir exécutif qui décide de la politique, de la marche à adopter, et il vient soumettre ça au pouvoir législatif. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des députés qui sont censés incarner le pouvoir législatif sont issus de l'exécutif. Donc, est-ce que dans ces thèmes-là, on peut dire que le pouvoir législatif a une forte influence sur l'exécutif? C'est là la problématique. Et aujourd'hui, dans ces élections, tout le monde court pour avoir la majorité, et effectivement, pour espérer changer les choses, alors que si la majorité est toujours dans le... Oui, en matière de budget, par exemple, le budget, c'est un instrument essentiel à la gestion publique. Dans l'élaboration ou dans l'exécution du budget, le Parlement intervient aussi bien que le gouvernement. Et la distribution des compétences entre le gouvernement et le Parlement, ou les interactions de ces deux acteurs, détermine un peu le caractère plus ou moins démocratique du pouvoir étatique. D'accord. Et puis, la participation également du Parlement dans la décision financière, elle permet une certaine démocratie, elle permet la garantie plus ou moins efficace ou, on va dire, transparente de la gestion financière. Donc, du coup, le Parlement a quand même un poids. C'est vrai que c'est le gouvernement qui exécute les lois, mais au niveau du budget, par exemple... Le Parlement a son mot à dire. Le Parlement a son mot à dire. D'accord. Parlons des défis de cette deuxième législature. On sait que de façon exceptionnelle, 2016-2020, 4 ans, la première législature. Nous sommes en 2021 et c'est le début de cette deuxième législature. Quand on regarde l'environnement politique, on voit un peu que tous les partis politiques décident d'aller aux élections. Quels sont les défis de l'Assemblée nationale en ce moment? Le premier défi concerne l'obtention d'une majorité stable et durable. Parce que sans majorité, tu ne peux pas faire passer tes projets de développement, ni de gestion, ni de gouvernance. Et le deuxième défi aussi est celui de la garantie d'un scrutin. La garantie d'un scrutin crédible dans un environnement sécuritaire. On se rappelle encore des dernières élections présidentielles. On a vu ce qu'on a vécu. On a vu le bilan qui était vraiment triste et désolant. Mais parlant de défis, je vais plutôt m'appesantir sur le pouvoir en place, le RHDP. Parce que actuellement, tout le monde est focalisé sur les élections législatives, mais il y a un autre combat sous-jacent qui se mène, celui de la succession du président Ouattara. Qui sera après le président Ouattara? Et c'est cette bataille-là qui est menée. Et aujourd'hui, selon les indiscrétions, on assiste à plus de 90 voire 100 candidats indépendants qui ne sont pas d'accord avec les candidats RHDP choisis. Donc nous sommes dans un contexte où ces candidats indépendants, là, s'ils sont élus, sur 255, on parle de 180 à 100, s'il y a 50, 70 députés, ça peut peser dans la balance. Et ça peut fragiliser terriblement, sévèrement le RHDP. Et je pense que l'un des défis même du RHDP, c'est de faire face aux candidats indépendants dans cette deuxième législature. Oui, Anna-Lise. Pour nous, le défi sera de passer ces élections sans violence. Sans violence. Aussi de permettre, tout à l'heure on a suivi l'élément où
La dame disait que certains candidats demandent à certaines femmes de retirer leur candidature à leur profit. Pour nous, il faudrait laisser ces femmes aller jusqu'aux élections, qu'elles fassent leur propre expérience, revenir après, leur demander de retirer leur candidature. Pour nous, c'est encore ne pas appliquer la loi sur le quota des 30%, qui est la loi vers la transition, qui est une loi vers la transition de la parité. De la parité. On espère qu'on y parviendra. Certainement, un autre défi serait la mise en route effective des lois qui sont promulguées, qui sont adoptées. Parce que plusieurs lois sortent de l'Assemblée nationale, mais leur effectivité sur le terrain, c'est une difficulté. Merci Alain Kouadio d'avoir pris part à ces échanges. Je rappelle que vous êtes consultant en développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Je vous remercie infiniment. Merci également à Emma Kofi, juriste de formation et secrétaire de leader au niveau du Béquet. Merci d'avoir pris part donc à ces échanges. Merci à vous, monsieur Roman. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. Thank you.